Bien là-dessus. Monsieur Marinquer, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur de présenter mes recherches devant la représentation nationale. Et j'aimerais commencer par une remarque qui est que, dans le fond, ces phénomènes de radicalisation en prison sont étudiés par un certain nombre de chercheurs depuis une bonne quinzaine d'années. Et que la radicalisation en prison est un phénomène important qu'il faut évidemment continuer à étudier, à prendre en compte. L'administration pénitentiaire, comme cela a été dit, a adopté toute une série de mesures pour tenter d'y faire face. Mais je crois qu'on peut se demander si se focaliser aujourd'hui sur la radicalisation en prison, ce n'est pas en quelque sorte prendre le risque de se préparer à la bataille d'hier. Et quelques chiffres pour illustrer mon propos. Le nombre de terroristes détenus, les TIS, était supérieur à 500 en 2019. Il est aujourd'hui d'environ 450, comme cela a été dit. Et en fait, le pic des TIS en détention a probablement été atteint en 2020. On va maintenant avoir une certaine décrue progressive qui va avoir pour corollaire une augmentation des TIS en milieu ouvert. Et il y a quelques chiffres encore sur le milieu ouvert. Il y avait 70 personnes placées sous main de justice, TIS, donc terroristes, en milieu ouvert à la mi-2016. Ce chiffre a doublé en 2 ans. Donc en 2018, on en était déjà à 140. Et ensuite, en 2019, la barre des 250 a été franchie et on est aujourd'hui à plus de 300. Donc, il faut garder un œil évidemment sur la radicalisation en détention, mais de plus en plus, la problématique des sortants se pose. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le chiffre des TIS en milieu ouvert ne progresse pas de manière si spectaculaire que ça, parce qu'on a aussi un certain nombre de TIS qui quittent tout simplement le système judiciaire, qui en ont fini de leur suivi SPIP et qui ne relèvent plus de ce ministère. Donc, il faut, quand on considère le milieu ouvert en général, il ne faut pas uniquement considérer le milieu ouvert au sens judiciaire du terme, mais aussi voir tous ceux qui sont en dehors de prison et qui ne sont, pour certains d'entre eux, plus du tout suivis par le ministère de la Justice. Alors, pour ce qui est des radicalisés de droit commun, les fameux RAD ou DCSR, ils sont environ 400 en milieu ouvert et probablement autour de 600-650 en milieu fermé. Il y a une prise en charge évidemment qui existe pour ces individus, pour une partie d'entre eux au moins. Le cadre juridique de cette prise en charge, c'est la loi du 3 juin 2016 qui permet de contraindre une personne placée sous main de justice à respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Et concrètement, peu de temps après l'adoption de cette loi du 3 juin 2016, un appel d'offres a été lancé par la direction de l'administration pénitentiaire qui a conduit à la mise en place d'un premier programme expérimental qui s'appelait RIVE, Recherche et intervention sur les violences extrémistes, qui a eu lieu de 2016 à 2018. Donc, c'était un dispositif expérimental géré par une association, en l'occurrence l'Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale, l'APCARS. Et sur une période de 2 ans, il y a 22 personnes qui ont été prises en charge, avec une moyenne de prise en charge de 5 heures par semaine par personne, et un résultat jugé plutôt positif et encourageant, puisqu'il n'y a eu aucun cas de récidive terroriste parmi ces 22 individus. En 2018, il a été décidé d'étendre le dispositif. Un nouvel appel d'offres a été lancé avec 3 innovations majeures. La première, ça a été l'extension géographique du dispositif, puisqu'il y avait 4 lots, Paris, Marseille, Lyon et Lille. Deuxième innovation, la possibilité d'hébergement, qui n'était pas prévue dans le premier marché. Et on s'était rendu compte qu'un certain nombre de terroristes sortant de prison n'avaient pas de logement et se retrouvaient sans domicile fixe. Donc cette fois, il y a la possibilité d'hébergement et qui est assez largement utilisée d'ailleurs. Et puis, la troisième innovation, c'est une flexibilité de la prise en charge en fonction des besoins des individus. Donc cette fois, on oscille entre 3 heures et 20 heures par semaine, ce qui est très intensif. Le groupe SOS a remporté les 4 lots et a lancé un nouveau programme qui s'appelle PAIR, Programme d'accompagnement individualisé de réaffiliation sociale. Et l'IFRI, institut auquel j'appartiens, a été chargé d'évaluer ce programme et j'ai rendu mon évaluation à l'ADAP fin 2020 et une publication est disponible sur le site de l'IFRI, une publication qui a été
mis en ligne en février 2021. Alors en pratique, ce programme PAIR L'hôte a désactivé mon micro, mais je crois que l'hôte a réactivé mon micro entre-temps. On vous entend, monsieur Eckert. Très bien, merci, monsieur le Président. Oui, donc je disais qu'en pratique, il y a 3 pôles au sein de ce programme PAIR qui s'occupent à la fois de TIS et de RAD, donc de droit commun radicalisé. L'essentiel du public, ce sont des TIS, mais il y a aussi des RAD au sein de ce programme. Les 3 pôles sont les suivants. Un pôle social qui aide les individus à se réinsérer socialement, c'est-à-dire qu'on les aide à retrouver un emploi, à retrouver un logement, à faire valoir leurs droits sociaux, etc. Un pôle psychologique, puisque la question psy est vraiment un sujet important. Il est difficile d'évaluer précisément la prévalence de troubles psychologiques, mais je dirais que ça doit se situer autour d'un quart ou peut-être un tiers des individus qui ont des troubles psychologiques. Et certains ont des vraies maladies psychiatriques. Ceux-là sont très minoritaires, mais ils existent. Et puis, il y a un pôle idéologique avec des médiateurs du fait culturel et religieux, soit des islamologues, soit des imams, qui ont été recrutés pour tenter de faire évoluer la vision du monde et la vision de la religion des participants. Donc, il s'agit d'une approche pluridisciplinaire, comme vous pouvez le voir, avec des échanges très fréquents entre ces 3 pôles. En pratique, les activités qui ont lieu au sein de ce programme sont de plusieurs ordres. Il y a des entretiens très classiques, comme par exemple la prise en charge psychologique avec des entretiens réalisés en binôme. Il y a des visites à domicile qui sont possibles et parfois sans préavis. Il y a des activités à vocation professionnalisante. Il y a des activités liées à la religion avec des médiateurs qui accompagnent les individus à la mosquée, qui discutent avec eux des prêches, qui les accompagnent dans les librairies islamiques pour voir quels ouvrages les intéressent et qui discutent des concepts islamiques contenus dans ces ouvrages. Il y a parfois des débats interreligieux avec des intervenants d'autres religions qui peuvent être sollicités. Et puis, il y a aussi des activités apparemment récréatives, mais qui ont en réalité une logique de détection ou de prévention de la radicalisation. Ça passe par la pratique du sport, la visite de musées, etc. Le bilan global est assez encourageant. Il n'y a eu aucun cas de récidive terroriste parmi les TIS pris en charge. Lorsque j'ai fini mon étude il y a 1 an, il y avait 64 TIS en post-sententiel qui avaient été pris en charge, et donc aucun cas de réincarcération lié à du terrorisme. Il y avait à l'époque 1 cas de réincarcération parmi les TIS, mais qui était lié à des affaires de stupéfiants. Pour les RAD ou les DCSR, c'est plus compliqué. On voit que les cas de réincarcération sont beaucoup plus nombreux, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été, ou en tout cas dans un seul cas, ils ont été liés à la radicalisation. Dans les autres cas, c'était de la récidive criminelle plus classique. J'ai identifié un certain nombre de difficultés que, évidemment, je n'ai pas le temps de détailler maintenant, mais que je vais lister brièvement. Il y en a 6. La première, alors c'est largement du passé, mais je tiens quand même à le mentionner, parce qu'on est dans une logique de marché public, et cette logique de marché public peut poser des problèmes. En l'occurrence, en 2018, lorsqu'il y a eu le transfert, le changement de prestataire, ça s'est traduit par une rupture de suivi, ce qui pour des terroristes pose quand même question. Ça veut dire concrètement qu'il y a eu un nouvel appel d'offres, un nouveau vainqueur de cet appel d'offres, du coup un changement de prestataire, et en pratique, ça veut dire que les TIS qui étaient suivis par des psychologues ont du jour au lendemain vu leur suivi psychologique arrêté. Et ils ont dû reprendre leur suivi avec d'autres psychologues embauchés par le nouveau prestataire. Deuxième difficulté identifiée, c'est un déficit d'outils d'évaluation du risque de la récidive. Troisième difficulté identifiée, c'est un besoin de formation du personnel qui, pour partie, n'est pas spécialiste des questions de radicalisation. Quatrième difficulté identifiée, c'est l'importance du turnover, même si aujourd'hui, ça semble plus ou moins stabilisé, mais en tout cas, quand moi j'ai fait mon évaluation, il y avait un vrai problème de turnover parmi le personnel donc, du programme. Cinquième problème, c'est la friction entre différentes institutions. Vous avez en fait une friction de culture. Vous avez la culture sociale des personnels du programme, la culture du contrôle du ministère de la Justice et la culture de surveillance du ministère de l'Intérieur. Et parfois, ça crée des frictions et des difficultés dans cet écosystème. Et puis, 6e et dernière difficulté identifiée, c'est l'interruption du programme pour les bénéficiaires en pré-sententiel lorsqu'ils sont condamnés, puisque ce que je n'ai pas mentionné encore, c'est que ce programme s'adresse certes à des sortants de prison, mais il y a également
une minorité de bénéficiaires qui sont en pré-sententiel, donc qui attendent leur jugement, qui commencent tout un travail de réinsertion, et s'ils sont condamnés, eh bien, évidemment, ils vont en prison, et donc leur prise en charge s'interrompt, ce qui pose des questions sur la poursuite du programme en détention, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et ce qui parfois crée aussi beaucoup de frustration et de colère chez ces personnes et peut en fait avoir un effet contre-productif en les radicalisant davantage. Pour conclure en quelques secondes, je dirais que globalement, il me semble que c'est un dispositif utile. C'est un outil supplémentaire dans l'écosystème de la lutte contre le terrorisme. La récidive, évidemment, reste possible. Aucun dispositif n'est efficace à 100%. Il y a eu d'ailleurs des cas de récidive dans des dispositifs un peu similaires à l'étranger, notamment au Royaume-Uni et en Autriche. Mais je dirais que si un cas de récidive parmi les participants devait se produire, eh bien, il faudrait bien sûr en tirer les leçons, mais pas nécessairement remettre en cause le principe même de ce programme. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.